Avec son livre Sapiens, Yuval Noah Harari nous propose une brève histoire de l'humanité, et plus particulièrement de notre espèce Homo sapiens. L'objet de son livre, c'est la question suivante: comment on est passé d'un animal insignifiant, d'un simple singe à la limite comme les autres, à une espèce qui finalement contrôle le monde aujourd'hui, construit des villes, etc. Le fil rouge de l'auteur pour nous expliquer ça, c'est 3 révolutions. La première, elle est cognitive, la deuxième, elle est agricole, et la dernière, elle est scientifique. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble la première révolution, la révolution cognitive, et dans d'autres vidéos, on verra les 2 autres révolutions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour bien définir la révolution cognitive, etc., l'auteur nous propose d'étudier la période juste avant la révolution cognitive, où justement on était ce qu'il appelle un animal insignifiant. Donc cette période, elle s'étend de il y a environ 150 000 ans à il y a environ 70 000 ans. Pendant cette période, on est ce que l'auteur appelle, on était des sapiens archaïques. C'est-à-dire qu'on ressemblait aux autres animaux, dans le sens où on n'avait aucun impact sur notre milieu. Sans tomber dans le monde des bisounours, on était, sapiens était tout comme les autres animaux, vivait à peu près en harmonie avec la nature. On peut dire ça en allant un peu vite, en caricaturant un peu. Et d'ailleurs, Homo sapiens fait partie de la famille des grands singes, et on est notamment très très proche des chimpanzés. Mais un premier élément qui nous différencie des autres animaux, et déjà à cette époque, avant même la révolution cognitive, c'est la taille de notre cerveau. Notre cerveau, même à l'époque, était assez gros, en tout cas en comparaison avec les autres singes. Mais ce qui est perçu aujourd'hui comme un avantage était autrefois un inconvénient, parce que la taille de ce cerveau faisait qu'on consommait beaucoup d'énergie pour celui-ci, et du coup, forcément, on avait beaucoup moins d'énergie pour nos muscles. Ce qui fait que, comparé à la plupart des autres animaux, de notre taille ou plus ou moins de notre taille, on était quand même moins imposant physiquement qu'eux, moins fort qu'eux. Donc on était finalement un animal moyen, et on était plutôt situé au milieu de la chaîne alimentaire. C'est aussi à cette période qu'Homo sapiens a commencé à domestiquer le feu. Et c'est quelque chose de très important, parce que ça nous a permis de contrôler une source de lumière, ça nous a permis de contrôler une source de chaleur, qu'on pouvait avoir notamment la nuit quand il faisait très froid. Ça nous a aussi permis d'avoir une nouvelle arme efficace face à des prédateurs plus forts que nous. Et enfin, et même surtout, ça nous a permis de changer notre mode d'alimentation par l'introduction de ce qu'on peut appeler le début de la cuisine. On a pu commencer à faire cuire des viandes, des choses comme ça. Et du coup, ça a opéré un changement biologique de notre nourriture. Le fait de chauffer notre nourriture, ça a permis d'avoir une meilleure digestibilité. Et l'effet l'effet vertueux que ça a eu, c'est que notre tube digestif en plusieurs milliers d'années bien sûr, s'est rétréci. Et ce qui fait que comme on avait besoin de moins d'énergie pour digérer, notre cerveau s'est mis à augmenter à une taille de plus en plus importante. Cette première maîtrise d'un élément extérieur à l'homme, extérieur à notre corps, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre histoire. C'est le début c'est une nouvelle force en fait pour l'homme, et c'est le signe des choses à venir à partir de ce moment-là. Maintenant, si on attaque vraiment ce que l'auteur appelle la révolution cognitive, c'est entre il y a 70 000 ans et il y a environ 30 000 ans. Donc sur cette période-là, on observe que Sapiens commence son exode de l'Afrique, commence à se propager dans différentes régions du monde au fur et à mesure des millénaires. Et on voit aussi que de nombreuses inventions apparaissent, des inventions humaines, donc telles que les bateaux, les lampes à huile, les arcs et les flèches, les aiguilles, des objets d'art, l'émergence de religions, du commerce et d'une certaine stratification sociale. Alors malheureusement, dans les études actuelles, la cause de tous ces changements reste assez floue. On sait juste qu'il y a eu une mutation de notre ADN, mais on ignore encore aujourd'hui comment cette mutation a eu lieu. Même si on ignore les causes, en tout cas ce qu'on peut étudier, c'est les effets de cette mutation ADN. Et un des effets principaux, c'est l'émergence de notre langage comme un outil de conquête du monde. En effet, notre langage, contrairement aux autres animaux et même contrairement aux autres espèces d'hommes qui existaient auparavant, donc Néandertal par exemple ou d'autres, eh bien notre langage est souple, c'est-à-dire qu'il permet une grande quantité d'informations. Par exemple, là où un singe peut dire attention, il y a un lion dans leur communication, le sapiens peut dire attention, il y a 3 lions qui sont à 4 km
et qui sont en train de se nourrir. Voilà, il y a beaucoup plus d'informations qui peuvent être relayées dans notre langage, même à l'époque. La deuxième caractéristique de notre langage, c'est la coopération sociale. On est la seule espèce animale qui, par son langage, peut bavarder. Alors ce que l'auteur appelle bavarder, c'est tout simplement ce qu'on connaît, c'est-à-dire des discussions entre nous sur, ça peut être même une espèce de commérage entre deux personnes qui vont parler sur une autre personne, savoir s'il est fiable, etc. Ce qui paraît anodin pour nous, ce bavardage, c'est quelque chose de très important dans le développement de notre société, de notre espèce comme espèce dominante, puisque ça a permis la coopération à l'échelle mondiale. Là où les singes ont besoin de se connaître intimement et ont des bandes assez réduites, c'est à peu près une douzaine maximum, Homo sapiens, lui, pouvait avoir des coopérations beaucoup plus grandes par justement cet aspect bavardage entre les gens qui pouvaient faire créer des groupes beaucoup plus grands. Et la troisième caractéristique de notre langage, c'est qu'on peut communiquer sur des choses inexistantes. C'est ce que l'auteur appelle le langage de fiction. Pour illustrer cette dernière idée, l'auteur nous prend l'exemple du singe à qui on propose une banane. Si on dit au singe qu'en refusant cette banane, là tout de suite maintenant, et que en récompense il en aura une dizaine quand il ira au paradis des singes, le singe va vous regarder, il va se foutre de vous. Par contre, c'est bien ce que Homo sapiens, c'est-à-dire nous aujourd'hui, on est capable de raconter des histoires comme ça et d'y croire. Donc bien évidemment, je faisais référence aux religions aujourd'hui, mais la religion ou les religions ne sont pas les seules fictions que Sapiens a construit. Il y a aussi la fiction des États. Les États, ce sont bien des constructions humaines. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans la nature. Ce n'est pas un arbre, c'est pas un animal. C'est quelque chose qu'on a construit à travers notre langage en tant que fiction. L'entreprise aussi est une forme de fiction, c'est une entité juridique, mais pareil, que ce soit l'entreprise ou la justice même en soi, c'est une construction humaine qui a été possible parce que dans notre langage, on a ce pouvoir de fiction. On se raconte des histoires auxquelles on croit collectivement, mais en soi, tout ça n'existe pas. Dit comme ça peut paraître négatif ou être une critique, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est ça qui nous a permis, de ces trois éléments combinés du langage de Sapiens, c'est ça qui nous a permis aussi de pouvoir communiquer vraiment en grand nombre, là où la plupart des animaux sont limités. Nous, on a pu communiquer, faire des bandes beaucoup plus nombreuses à l'époque, donc environ 150 individus, mais aujourd'hui, on voit bien avec les religions, avec les États, avec même les monnaies, etc., on peut communiquer collectivement et croire en certains mythes à très très grande échelle. Alors ensuite, l'auteur nous parle du fait de pouvoir contourner le génome. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les animaux sont guidés par leur ADN. Par exemple, les fourmis ou encore les singes, ou même les hommes archaïques, c'est-à-dire Néandertal par exemple, fonctionnent toujours sur le même mode. Certes, il y a de la communication entre eux, il y a une forme de mouvement collectif, mais les règles sont toujours les mêmes, la structure est figée. Par exemple, les singes doivent se connaître intimement pour pouvoir collaborer. Les fourmis sont condamnées, par exemple, à effectuer toujours les mêmes tâches. Et l'organisation sociale est la même. Alors que pour Homo sapiens, c'est là où il y a une grande différence, c'est que malgré le fait que l'ADN ne change pas depuis plusieurs millénaires, nos structures sociales changent tout le temps. L'auteur nous prend l'exemple d'une femme née à Berlin en 1900. Elle a connu plusieurs régimes. Elle a connu le nazisme, elle a connu, éventuellement si elle était côté Est, elle a connu le communisme, et en fin de vie, elle a connu le capitalisme. Et donc ces changements nous font réfléchir sur le lien entre histoire et biologie. En effet, l'auteur nous dit qu'on passe de l'analyse biologique à l'analyse historique avec Homo sapiens. Pour lui, si on se concentre juste sur l'analyse biologique, on passe à côté de beaucoup de choses puisque l'ADN, sur le plan individuel, on a beaucoup de similitudes avec les singes et même avec Néandertal. Par exemple dans les sensations, dans les émotions ou encore dans les liens familiaux. Mais par contre, sur le plan collectif, là, il y a de grandes différences et ces différences, elles ne s'expliquent pas par l'ADN, puisque l'ADN est quasiment le même, mais plutôt par la culture. Là, il nous prend l'exemple assez démonstratif du siège de l'ONU. Aujourd'hui, mettez des Homo sapiens dans le siège de l'ONU
et il y a des discussions. Bon, après, on peut dire que c'est pas forcément toujours positif, hein. Il y a des guerres, il y a des... Voilà, mais en tout cas, au sein même de l'ONU, il n'y a pas une guerre à l'intérieur entre les personnes qui sont en train de discuter. Mais par contre, mettez le même nombre de singes dans cette arène fermée, et là, vous assisterez à un véritable massacre. Et cette différence, elle est due au fait que Sapiens a su développer une ou plutôt des cultures au fur et à mesure des millénaires. Donc en gros, quand on essaie d'analyser Sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, il y a une base qui est l'ADN. L'ADN, quelque part, c'est notre arène biologique, comme le dit l'auteur. Mais par contre, notre culture, ce sont les jeux qui sont en place dans cette arène. Donc d'un côté, vous avez quelque chose de statique qui est l'ADN, qu'il faut quand même avoir en tête. Mais si on veut étudier la complexité de Sapiens et de la comparer un petit peu par rapport à ce qui se passait avant et comment on a évolué aujourd'hui, il faut étudier les différentes cultures. Donc il y a quelque chose de statique d'un côté, c'est notre ADN, et quelque chose de très mouvant qui sont nos cultures, nos différentes cultures. Ensuite, l'auteur nous propose de passer une journée dans la vie d'Adam et Ève. L'idée, c'est d'avoir une vue un peu concrète de l'organisation d'Homo sapiens à l'époque. Alors, l'auteur nous prévient quand même avant qu'il y avait une multitude des modes de vie. Il n'y avait pas forcément quelque chose de très rigide qu'on retrouvait dans toutes les régions du monde. Certains pratiquaient la polygamie, d'autres la monogamie. Et il y avait des choix culturels différents malgré cet ADN commun qu'on a. Mais on peut quand même lister certains points communs entre tous les Homo sapiens, en tout cas de l'époque. Déjà le fait qu'ils étaient en petites bandes, donc une centaine de personnes maximum, plus pour certains des chiens, qui étaient déjà un animal de compagnie pour l'homme. Donc il y a une relation quand même assez profonde entre l'homme et le chien, même historiquement ça remonte à très loin. Il y avait des relations entre les bandes voisines, qui n'étaient pas forcément quotidiennes, mais quand même il y avait un certain nombre de relations. Homo sapiens était plutôt nomade, il était aussi plutôt cueilleur que chasseur. Tu sais, on nous dit souvent, c'est voilà, chasseur-cueilleur, ce serait plutôt dans l'autre ordre qu'il faudrait le mettre, il était plutôt cueilleur que chasseur. Tout simplement parce que la cueillette était plus facile que la chasse. La chasse demandait beaucoup plus d'énergie, d'organisation, de risque. On nous apprend aussi que le Homo sapiens était un être de connaissance. Il était vraiment, il avait beaucoup de connaissances sur le plan individuel. Si on compare avec nous aujourd'hui, Sapiens avait plus de connaissances que nous. Il avait vraiment une très bonne vision de son territoire. Il connaissait très bien son territoire, il connaissait très bien les animaux, la nourriture qui l'entourait, les saisons, etc. Donc c'est de la connaissance et même du sens physique qui était très développé. Mais par contre, collectivement, il est sûr qu'aujourd'hui, on a un savoir collectif qui est beaucoup plus grand que Sapiens, enfin que Sapiens d'origine, avec ne serait-ce que Wikipédia par exemple, où on a accès à quasiment tout le savoir du monde. Mais c'est quand même intéressant de remettre en perspective les choses et de se dire qu'on n'est pas forcément supérieur en tout point à Sapiens d'origine et que, à la limite, individuellement, on est plutôt plus faible, que ce soit physiquement ou même presque intellectuellement, que Sapiens d'origine. Autre chose très intéressante, c'est la durée de travail. L'auteur nous dit que le Sapiens travaillait moins qu'une ouvrière chinoise d'aujourd'hui. Donc quand on dit que les hommes préhistoriques ou les femmes préhistoriques c'était une vie absolument horrible, etc., même physiquement et tout, c'est à remettre en perspective avec notre société d'aujourd'hui où il y a beaucoup d'inégalités. Certes, si t'es un occidental avec plutôt un bon salaire, des conditions de travail pas mauvaises et tout, on peut le percevoir comme ça, mais une ouvrière chinoise va pas forcément le percevoir comme ça, parce que il y a des réalités très différentes aujourd'hui dans notre monde. Sapiens aussi avait une nourriture très variée, et ce qui faisait qu'il avait une bonne espérance de vie, contrairement à ce qu'on peut penser comme ça sans étudier la chose. En fait, l'espérance de vie est statistiquement très mauvaise, mais elle est liée au fait qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile. Mais si on prend juste la population des gens qui s'en sortent dans leurs premières années de vie, l'espérance de vie, elle peut mener entre 60 et 80 ans, selon les études, pour les sapiens de cette époque, ce qui est quand même quelque chose de considérable. Ça ressemble beaucoup à notre espérance de vie d'aujourd'hui, et ça s'explique notamment par cette nourriture qui était très variée, qui amenait tous les nutriments nécessaires au bon développement de notre corps, alors qu'aujourd'hui,
Malheureusement, même si on a du choix, hein, on pourrait se nourrir très bien, un certain nombre d'entre nous, dont moi, j'avoue, des fois on se nourrit super mal à base de pizza ou autres conneries du genre. Une fois qu'on a dressé ce tableau un peu idyllique, il faut aussi voir les inconvénients parce que c'est pas aussi rose que ça. Il faut voir que c'était un monde très très rude et impitoyable. L'auteur nous parle d'études qui ont été menées sur des populations actuelles qui sont comparables aux sapiens de l'époque. Donc par exemple, je crois que c'est les Hachés. On nous montre que ces populations sont capables d'une certaine cruauté, notamment en moquant certains éléments de leur tribu, voire même en commettant des meurtres sur des gens qui sont par exemple plus faibles. Mais quand je te dis des meurtres, en mode sauvage, hein, un coup de hache dans la tête par exemple. Mais alors sans excuser non plus, ça peut être perçu comme une nécessité pour le groupe de survivre. Tuer les plus faibles par exemple quand on est un peuple nomade de sapiens à l'époque, c'est aussi une chance qu'on se donne de survivre, hein, quand on a des groupes de prédateurs qui sont prêts à nous attaquer ou des choses comme ça. C'est malheureusement aussi peut-être quelque chose de nécessaire. Donc quand on dresse comme ça un espèce d'état des lieux d'Homo sapiens, ça nous permet de voir qu'il était ni ange ni démon, et ça permet de prendre un peu de recul par rapport aux différentes choses qu'on peut nous dire de temps en temps, que ce soit sur internet ou dans les médias, où on nous dit soit c'était des gens absolument formidables et il faut se nourrir comme eux, il faut faire tout comme eux, genre les régimes paléo, où voilà, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de cruauté. Ça, c'est faux. Et d'un autre côté, c'est pas non plus l'espérance de vie, c'était 20 ans, voilà, c'était absolument horrible et tout. Ça permet de relativiser cette période de notre histoire. Enfin, l'auteur nous parle pour conclure sur la révolution cognitive, il nous parle de ce qu'il appelle le déluge. En effet, avant la révolution cognitive, il y avait une séparation des écosystèmes. Par exemple, l'écosystème de l'Australie n'avait rien à voir avec l'écosystème africain ou encore en Amérique. Il y avait une faune et une flore qui étaient vraiment différentes selon les parties du monde. Sauf qu'après la révolution cognitive de Sapiens, il y a eu des premières colonisations. La première que l'auteur nous propose, c'est celle de l'Australie il y a environ 45 000 ans. Et là, l'auteur nous dit que les outils sont plus forts que l'ADN, puisque l'invention des bateaux et de la navigation, ça a permis d'aller au-delà de notre faiblesse dans l'ADN, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nageoire par exemple, mais en tout cas on peut construire des bateaux et on peut explorer d'autres continents qui sont accessibles que par l'eau. Et donc l'idée dans ces premières colonisations, c'est qu'on est passé de l'adaptation à un environnement à sa transformation. Au lieu d'être dans un environnement où il y a beaucoup de choses à cueillir par exemple et assez peu de viande à manger par exemple, on a transformé en fait l'environnement pour l'adapter à nos besoins, à nos envies surtout. Par exemple, l'Australie, avant l'arrivée de Sapiens, il y avait des kangourous de 2 mètres de haut, il y avait le lion marsupial, ou encore il y avait un animal qui s'appelait le diprotodon géant. Et l'Australie après Sapiens, c'est tout simplement l'extinction de ces espèces en quelques milliers d'années. Ça, c'est dû au fait qu'on les a, en partie qu'on les a chassés, mais c'est aussi des causes plus indirectes. C'est-à-dire qu'en arrivant sur ces territoires-là, qui étaient très denses, notamment au niveau des plantes, etc., comme on maîtrisait le feu, on a aussi mis le feu à beaucoup de ces territoires pour créer des prairies, ce qui fait que tout l'écosystème s'en est vu désorganisé et bouleversé. Et donc tous ces animaux, là où ils avaient des ressources quasi illimitées pour perpétuer leur espèce, l'arrivée de l'homme en quelques milliers d'années a fait que tout ça s'est déréglé et certaines espèces sont carrément éteintes. Alors certains vont dire que non, c'est pas à cause de l'homme qui s'est passé tout ça, c'est à cause du climat. L'auteur rejette cette théorie parce qu'il nous dit que déjà le climat change tout le temps. Des crises climatiques, il y en avait eu plusieurs autres et qui n'ont pas menacé ces espèces. Il nous dit aussi qu'il y a eu des extinctions d'espèces sur Terre, mais pas dans la mer. Donc c'est vraiment sur les terres qu'ont colonisé Sapiens qui s'est passé ce genre de choses. Et puis surtout, il y a eu une répétition dans tout ça, c'est-à-dire que chaque colonisation de Sapiens a abouti au même résultat. C'était toujours le même schéma. À la base, une terre avec des gros animaux de ce type, ensuite l'arrivée de Sapiens, et au fur et à mesure des millénaires, ces gros animaux qui disparaissent. Ça a été partout pareil, on a parlé de l'Australie, mais ça a été pareil à Madagascar, aux Fidji, etc.
La seule exception, et qui du coup confirme même la règle, c'est les Galapagos, qui jusqu'au 19e siècle n'étaient pas peuplés d'hommes. Et quand on a découvert cette île, on a découvert qu'il y avait des tortues géantes par exemple, et qu'il y avait une faune et une flore juste exceptionnelles par rapport à ce qu'on connaît dans nos territoires. Idem pour les mammouths. La disparition des mammouths, c'est quand Sapiens est arrivé sur les différents territoires qu'ils occupaient. Et donc finalement, l'auteur nous dit que Sapiens, nous, on est des serial killers écologiques. Il y voit 3 facteurs. Le premier, c'est que quand on débarquait sur ces terres, les gros animaux n'étaient pas méfiants envers nous. On n'était qu'une espèce de toute petite bête pas du tout méchante et pas du tout menaçante pour eux. Sauf que, ça c'est le deuxième élément, on maîtrisait le feu. Et ça, apparemment, ça a beaucoup accéléré les choses. Et enfin, le troisième élément, c'est que c'est à la fois de notre faute et celle du climat. Et quand on prend les 2 facteurs en même temps, ça démultiplie les résultats. Et là où une crise climatique pouvait affaiblir une espèce sans l'éteindre, si on additionnait à ça l'arrivée de Sapiens avec la maîtrise du feu, etc., les espèces en question ne pouvaient pas survivre. Alors c'est intéressant de reprendre un peu cette historique un peu écologique parce qu'on a l'impression que c'est dû juste à notre société industrielle et moderne qu'il y a le réchauffement climatique, que des espèces s'éteignent, etc. Mais c'est profondément ancré dans notre histoire en tant qu'homme, puisque l'auteur nous rappelle qu'il y a eu 3 vagues d'extinction dans l'histoire. La première, c'est celle qu'on vient de voir à l'instant, c'est celle qui est liée à la révolution cognitive. La deuxième qu'on verra dans une prochaine vidéo, ce sera dû à l'essor des cultivateurs. Et la dernière, qu'on verra aussi, c'est celle qui est due à l'essor industriel, c'est celle qu'on connaît le mieux. Mais cette dernière, c'est pas le point de départ. Finalement, Sapiens, c'est une espèce meurtrière, bien avant ce qu'on pensait. Le fait d'avoir ces éléments en tête, de savoir que c'est pas nouveau, je pense que ça peut nous permettre aussi d'avoir une meilleure réflexion sur la 3e vague d'extinction actuelle, de toutes les crises écologiques qu'on connaît. Et de se dire que si on a déjà fait en sorte que des espèces comme les diprotodons ou les paresseux géants se sont éteints à cause de nous, aujourd'hui les baleines, les requins, le thon ou encore les dauphins qui sont en danger, on pourrait quand même se baser sur notre expérience vécue sur ces derniers millénaires pour éviter de recommencer les mêmes erreurs.